Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un cas fascinant à Hollywood. Richard Fleischer. Son nom, bon, il est peut-être moins ronflant que certains grands auteurs, mais alors sa filmo, c'est un truc de fou. Capable de passer de 20 milieux sous les mers pour Disney à L'étrangleur de Boston, un film d'une noirceur absolue. Ce grand écart permanent, quoi. C'est exactement ça, le paradoxe Fleischer. Il jongle entre les genres avec une facilité déconcertante. D'un côté, t'as le technicien super fiable, celui que les studios s'arrachent, parce qu'il livre toujours le film, peu importe le sujet, le budget. Le bon faiseur, comme on dit parfois un peu vite. Oui, un peu réducteur peut-être. Voilà. Et de l'autre côté, quand tu creuses un peu, tu vois des thèmes qui reviennent, des obsessions même, une vraie réflexion notamment sur la complexité du mal chez l'être humain. Et c'est justement cette tension qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui. Pour ça, on va s'appuyer sur des discussions de passionnés, comme celle du PFIFcast, et puis des infos bio plus classiques, type Wikipédia. L'objectif, c'est de comprendre comment ce type, fils de Max Fleischer, oui, le créateur de Popeye, le grand concurrent de Disney, a pu bâtir une œuvre aussi éclectique, mais avec peut-être un fil rouge caché. Exactement. Identifier ses thèmes favoris et puis apprécier sa technique, qui est souvent très discrète, mais redoutablement efficace. Et ce qui est fou, c'est que le cinéma, c'était pas du tout son premier choix, en fait, hein. Ah non, pas du tout. Au départ, il voulait être psychiatre, carrément. Il avait même commencé médecine. Ah ouais, quand même. Et ça éclaire peut-être un peu sa fascination plus tard pour les recoins sombres de la psyché, non? C'est une super clé de lecture, ça, dès le début. Pas anodin du tout, ce projet de sonder les esprits. Mais alors, comment il passe du divan potentiel au plateau de tournage? Via le théâtre. À l'université, il tombe dans une troupe de comédie musicale et hop, le virus de la mise en scène est pris. Et son père, Max, dans tout ça? Son père, très pragmatique, lui dit en gros essaye elle, leur section art dramatique, pendant 1 an, si ça te dégoûte pas. Genre, on verra bien si ça te passe. Voilà, un peu ça. Bon, visiblement, ça l'a pas dégoûté du tout. Non, loin de là. Il se fait même repérer par la RKO. Mais ça démarre pas tout de suite, si, hein. Non, ça traîne un peu. Il y a des changements de direction au studio, c'est un peu le bazar. Du coup, il va apprendre sur le tas, pendant 3 ans, aux actualités pâtées RKO. Ah, la bonne école. La meilleure Sadamé, montage, réalisation, il touche à tout. Une formation hyper pratique, quoi. Pas d'école de ciné à l'époque, ou très peu. Donc, quand il débarque à Hollywood, il a déjà ce bagage solide en documentaire. Ce qui va lui servir au début, il devient le monsieur docu de la RKO. Exactement. Mais le vrai tournant pour sa carrière en fiction, c'est un Oscar. Un Oscar du meilleur docu pour Design for Death en 47. Ah oui, ce film sur les racines culturelles japonaises de la guerre. C'est ça. Et cet Oscar, ça lui donne une autre stature, une autre ambition. C'est comme un déclic. Après ça, il va s'investir beaucoup plus, intellectuellement, techniquement, dans ses films de fiction. C'est là que ça commence vraiment pour lui comme réalisateur de fiction. Et c'est le début de cette période hyper polyvalente, celle qui a un peu perdu la critique, j'ai l'impression. Difficile de lui coller l'étiquette auteur, hein. Ah bah oui, le mec passe du film noir type L'assassin sans visage à Disney avec 20 milieux, puis au péplum avec Barabbas, à la SF avec Le Voyage fantastique ou Soleil vert. C'est compliqué de trouver une signature évidente au premier abord. Pour les studios, c'était parfait, j'imagine. Exactement. C'était sa grande force pour eux. Un type fiable, capable de tout faire. Mais pour une partie de la critique, qui aimait bien les cinéastes avec un style très marqué, ça cachait un peu sa vision. Il était vu comme ça, super technicien, bon faiseur, mais pas forcément un créateur avec un univers bien à lui. Pourtant, même sur une grosse commande comme 20 000 lieues, on sent déjà des choses, non? Il y a cette anecdote géniale où il doit demander la permission à son père, Max. Ah oui, le rival historique de Disney, hein. C'est ça. Et Max, très classe, lui répond en gros, dit à Walt qu'il a du très bon goût pour choisir ses réalisateurs. Excellent. Mais au-delà de l'anecdote, techniquement, Fleischer apporte vraiment quelque chose. C'est l'un des premiers à utiliser le cinémascope, ce format très large, pas juste pour faire joli, mais pour donner de l'ampleur, du dynamisme surtout, dans les scènes à l'intérieur du Nautilus. Il pense vraiment l'image, il ne fait pas qu'illustrer. Donc, même derrière l'artisan efficace, le cinéaste est bien là. Et cette polyvalence, finalement, c'est peut-être juste différentes manières d'explorer les mêmes obsessions. On y revient à cette fascination pour le mal. C'est ça, c'est le fil rouge le plus clair. Une interrogation constante, profonde, sur la nature du mal chez l'être humain. Et le film qui incarne ça de la façon la plus frappante, c'est L'étrangleur de Boston.
en 68. Film choc basé sur l'affaire Albert de Salvo. Comment il s'y prend pour aborder un sujet pareil? Alors là, de manière hyper audacieuse. Le scénario est très documenté, ok? Mais Fleischer, il évite le biopic criminel classique, le film dossier un peu froid. Il choisit une approche visuelle complètement expérimentale. Le fameux split screen, l'écran divisé? Exactement. Et il l'utilise pas comme un petit gadget, hein. Il s'en sert de façon radicale. Il avait vu ça à l'Expo 67 à Montréal apparemment. Ah, d'accord. Et il l'utilise pour montrer en même temps la panique qui saisit Boston, les enquêtes qui partent dans tous les sens, le fourmillement de la ville. C'est une façon de te plonger, toi spectateur, dans une espèce de chaos sensoriel, psychologique. Et la composition de ces cadres multiples, c'est super réfléchi. Et la structure du film elle-même change, il me semble. On passe de l'enquête à autre chose. Oui, oui, tout à fait. Il y a un basculement stylistique incroyable à la fin, pendant l'interrogatoire de DeSalvo. On passe de la couleur à un noir et blanc hyper froid, clinique, presque abstrait. Les décors, les costumes, tout est blanc. Waouh! C'est une idée visuelle de génie pour montrer la dissociation mentale du personnage. Et ce personnage, il est joué par Tony Curtis. Oui, Tony Curtis. Le beau gosse des comédies romantiques. Fallait oser quand même. Ah, Fleischer a dû se battre pour l'imposer, mais Curtis, lui, il voulait absolument prouver qu'il pouvait faire autre chose. Et franchement, il livre une performance hallucinante, complètement habitée. Et en face, il y a Henry Fonda. Oui, Henry Fonda qui joue l'enquêteur. Mais pas le flic qui veut juste coincer le coupable. Lui, il cherche à comprendre le pourquoi. Pourquoi DeSalvo a fait ça? Le film, il cherche pas d'excuses, mais il essaye de cerner la complexité du mal sans jugement simpliste. Et cette quête de compréhension du mal, sans forcément juger, on la retrouve dans d'autres films avant Boston Angle. Ah oui, bien sûr. Déjà en 55, avec La fille sur la balançoire. C'est basé sur un fait divers réel, un meurtre dans la haute société. Mais au-delà de ça, le film explore des trucs assez troubles sur la manipulation, la possession. Hmm. Et il y a même un sous-texte assez audacieux pour l'époque sur la relation entre un homme plus âgé et une très jeune femme, jouée par Joan Collins, qui était mineure. C'est assez dérangeant. Dérangeant, oui. Et Le génie du mal, Compulsion, en VO, de 1959, inspiré de l'affaire Léopold et Loeb. Oui, encore une histoire vraie. Là, c'est deux jeunes types brillants, riches, qui tuent juste par sentiment de supériorité intellectuelle, quoi. Ils se croient au-dessus des lois, référence à Nietzsche et tout. Le film explore leur motivation tordue, le conflit intérieur d'un des deux. Joué par Dean Stockwell, non? Exactement. Et ça se termine par un plaidoyer incroyable d'Orson Welles contre la peine de mort. Ça questionne la responsabilité, la punition. Encore une fois, Fleischer refuse le jugement facile, le noir et blanc moral. Donc cette exploration du crime, elle est constante. Et après Boston, il y retourne avec l'étrangleur de Rillington Place en 71, mais l'approche est différente là. Carrément différente. Fini le split screen et l'expérimentation visuelle flamboyante de Boston, là c'est le réalisme cru, poisseux, l'ambiance plombée du Londres d'après-guerre. Et le sujet aussi est différent, non? Oui, parce que le film se concentre sur le vrai coupable, John Christie, joué par Richard Attenborough. Mais alors, glaçant, terrifiant, mais surtout sur Timothy Evans, la victime de l'erreur judiciaire. Ah oui, joué par John Hurt. Bouleversant. C'est ça. Un type un peu simplet, manipulé, qui finit pendu à la place de Christie. Donc là, le focus, c'est vraiment les failles du système judiciaire, la fragilité humaine, l'erreur. Moins de suspense, plus une observation. Exactement. C'est presque clinique, très sombre. Pas de suspense haletant sur qui a fait le coup, on le sait. Mais une tension sourde, terrible. Et ce film a eu un vrai impact, hein. Il a contribué au débat sur l'abolition de la peine de mort en Angleterre. Moins spectaculaire que Boston, peut-être, mais tout aussi puissant dans sa critique sociale, son humanisme. Ce qui ressort de tout ça, c'est vraiment ce refus du manichéisme. Ces méchants sont complexes, ces gentils sont faillibles, et il interroge toujours la société, la justice. C'est sa grande force, je trouve. Il ne donne pas de leçons, mais il pose des questions qui dérangent, à travers des personnages complexes, pris dans des situations extrêmes. Et il le fait avec une maîtrise technique qui est toujours au service de son propos, même quand elle est discrète. Justement, cette mise en scène, on la décrit souvent comme discrète, mais efficace. C'est un peu ça. Il fait pas le malin avec des mouvements de caméra qui se la pètent, mais sa composition, elle est hyper précise. Il utilise le format large, le scope, magnifiquement bien. Le placement des personnages dans le cadre, ça veut toujours dire quelque chose. Il joue avec la profondeur de champ, la lumière, les ombres. Des exemples concrets? L'utilisation des miroirs dans l'interrogatoire de Boston Strangler, c'est brillant.
Ou toute l'atmosphère visuelle de Rillington Place, cette lumière blafarde, ces décors étouffants. Ou même dans Les flics ne dorment pas la nuit, la façon dont ils filment Los Angeles. C'est subtil, mais ça crée vraiment le sens et l'ambiance. On le compare parfois à Hitchcock, Fincher peut-être, pour le côté précis et la fascination pour le sombre. Oui, la comparaison avec Fincher tient sur certains points. La rigueur technique, les thèmes des tueurs en série. Mais Fleischer, je le trouve peut-être plus directement ancré dans le social, l'humain, moins esthétisant parfois. On pourrait aussi penser à William Friedkin pour le côté réaliste, brut, presque documentaire de certains films. Comme Les flics ne dorment pas la nuit, justement. Exactement. Parlons-en de cette période faste du début des années 70. C'est assez incroyable, il enchaîne les films marquants. Juste avant Les flics, il y a Terreur aveugle, en 71 aussi, non? Oui, Sino Ivo en VO. Alors là, c'est un pur exercice de style. Très Hitchcockien dans l'idée. Une femme aveugle, Mia Farrow, traquée dans une grande maison isolée. Angoissant, hein? Terriblement. Mais avec une touche de giallo, tu sais, ces thrillers italiens très stylisés des années 70. Il y a une vraie élégance formelle. Fleischer joue magnifiquement avec le son, ou son absence, le hors-champ. C'est un précurseur de pas mal de codes du slasher et du home invasion, mais fait avec une classe folle. Et l'année suivante, 72 donc, Les flics ne dorment pas la nuit. The New Centurions. Là, changement complet de registre. Ah oui, total. On passe au polar urbain, mais alors ultra réaliste, très âpre. Très influencé par le nouvel Hollywood, ce courant qui secouait les codes à l'époque. C'est basé sur un bouquin d'un ex-flic, Joseph Wambaugh. D'où le réalisme, j'imagine. Exactement. Le film suit le quotidien de deux flics à Los Angeles, George C. Scott et Stacy Peach. Et ils sont exceptionnels d'authenticité, on y croit à fond. C'est un portrait sans concession du métier, alors? Oui, vraiment. Avec la camaraderie, les bons côtés, mais aussi la violence quotidienne, les bavures, la fatigue, le coût personnel, le divorce, la désillusion. Encore une fois, pas d'héros idéalisé, pas de manichéisme. Il a été bien reçu à l'époque? Pas par tout le monde. Certains critiques l'ont mal compris, l'ont trouvé trop pro-flic, voire fasciste, c'est dire. Alors qu'en fait, c'est surtout un film profondément humain, qui montre la complexité, la difficulté du métier, sans jugement. C'est devenu une référence énorme pour toutes les séries policières réalistes qui ont suivi. Pour beaucoup, dont moi, c'est un de ses chefs-d'œuvre. Et l'année d'après, 1973, encore un monument. Soleil vert, Soylent Green. Ah, Soleil vert, classique de la SF dystopique, et qui n'a pas vieilli, mais alors pas du tout, au contraire même. Les thèmes sont toujours d'actualité, c'est clair. Surpopulation, crise écologique, réchauffement, les inégalités sociales monstrueuses, l'euthanasie volontaire comme seule issue pour certains. C'est d'une actualité brûlante. Le film s'inspire d'un roman, mais il était vraiment nourri par les angoisses de l'époque. Le fameux rapport du Club de Rome sur les limites de la croissance, tout ça. Et puis il y a des scènes inoubliables. La mort de Sol Ross. Ah oui. Edward G. Robinson, c'était son tout dernier rôle. Il était très malade, il le savait, et ça donne une charge émotionnelle à cette scène incroyable. Cet adieu au monde avec les images de la nature, de ce qui a été perdu, projeté sur les murs, c'est bouleversant. Et évidemment, la révélation finale. Le fameux « Soylent Green is people ». Soleil vert, c'est de la chair humaine. Un cri final, un choc absolu. Un film dont la force brute, le message d'alerte résonne encore terriblement aujourd'hui. Et après ce sommet de la SF, arrive le film qui va, paradoxalement, un peu faire dérailler sa carrière, non Sam? Mandingo en 1975. Mandingo, le film scandale. Une plongée, mais alors, d'une crudité, d'une brutalité inouïe dans l'horreur de l'esclavage aux États-Unis vers 1840. Il voulait faire l'anti autant n'emporte le vent, c'est ça? C'est exactement ça. Fini la vision romantique, édulcorée. Là, il y va frontalement. C'est très dur. On lui a reproché quoi au juste? D'être complaisant? Raciste même? Oui, il y a eu ces accusations. Alors que son intention, je pense, c'était vraiment l'inverse. Montrer la déshumanisation totale du système. La violence physique, sexuelle, psychologique constante. L'objectification absolue des corps noirs, réduits à du bétail ou à des objets sexuels. Toujours sans manichéisme? Oui, et c'est ça qui a peut-être aussi dérangé. Il montre la complexité, la corruption morale qui touche tout le monde, les maîtres bien sûr, mais aussi certains esclaves brisés, forcés à des compromis terribles. C'est un film extrême, vraiment, très dérangeant et encore difficile à regarder aujourd'hui.
Plus fort, plus radical que des films plus récents sur le sujet, comme 12 Years a Slave? C'est différent. Mais Mandingo a une frontalité, une absence de filtre, une crudité, qui reste assez unique, je crois, et profondément perturbante. Le film a cartonné au box-office, mais la critique l'a démoli. Et ça a vraiment plombé la suite de sa carrière. Il a touché un nerf beaucoup trop sensible, sans doute. Et après Mandingo, sa filmographie devient plus inégale. Oui, c'est un peu ça. Il continue de tourner, bien sûr. Il a encore des succès, comme Conan, le Destructeur, mais on ne retrouve plus la même audace, la même pertinence systématique qu'au début des années 70. Il y a des films corrects, comme Mr. Majestic avec Bronson, un petit polar sympa, mais aussi des choses plus mineures, des échecs. C'est comme si l'épreuve de Mandingo l'avait un peu usé, peut-être. Alors au final, si on devait faire le portrait de Richard Fleischer, qu'est-ce qu'on retient? Juste l'artisan hyper polyvalent, le bon soldat des studios capable de tout faire? Ça, c'est une partie de la vérité, c'est sûr. C'était un professionnel incroyable. Mais il faut absolument voir l'autre facette. L'artiste qui était hanté par des questions profondes. Sur la nature humaine, le mal, la justice, les failles de la société. Un cinéaste avec une technique impeccable, capable d'innover discrètement comme avec le split screen de Boston, ou de créer des atmosphères d'une puissance folle, comme dans Rillington Place ou Les Flics. Un réalisateur dont on apprécie peut-être mieux la complexité, la richesse aujourd'hui, avec le recul, qu'à son époque. C'est très probable, oui. Son refus des modes, son côté parfois un peu classique dans la forme, ça a pu le desservir face à des cinéastes plus ouvertement auteurs à l'époque. Mais quand on regarde l'ensemble aujourd'hui, la cohérence des thèmes, la maîtrise constante, même dans des genres très différents, c'est vraiment impressionnant. Une œuvre qui mérite clairement d'être redécouverte ou découverte tout court. Bon, alors pour terminer, une petite pensée à laisser infuser. Si on repense à son rêve de jeunesse, là, de devenir psychiatre, Mhm. et qu'on regarde ensuite toute sa filmographie, cette exploration acharnée des zones d'ombre, de l'individu, de la société, à travers tous ces films, tous ces genres. Est-ce qu'on pourrait pas y voir, au fond, plus qu'une carrière d'artisan hollywoodien de talent, peut-être une forme singulière, immense, d'analyse des névroses collectives. Une quête pour comprendre le pourquoi du mal, mais menée non pas sur un divan, mais caméra au point. Une question qui donne envie de revoir pas mal de ces films sous cet angle, je trouve. Merci beaucoup d'avoir plongé avec nous dans l'univers complexe de Richard Fleischer.